Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à notre enquête sur les enjeux éthiques, techniques, légaux, sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode, premier nouveau tour de roue. Écoutez, on en a fait quelques tours. Nouveau volet à notre exploration de l'avenir de l'intelligence artificielle, mais en éducation. On va explorer ensemble les enjeux éthiques et pédagogiques, je dirais, de l'IA dans nos universités. Pour m'accompagner, j'ai un beau trio, un gros trio d'expertes et d'experts en matière de pédagogie universitaire. La première, elle est conseillère en pédagogie universitaire au service de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. Marie-Ève Vachon-Savary est avec nous. Bonjour. Oui, merci pour l'invitation. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Bien, très bien. Le second, il est lui aussi conseiller en pédagogie universitaire à la direction des sciences sociales de l'Université Laval, oui, je vais le dire. Alexandre Laflamme est là aussi. Comment ça va, Alexandre? Ça va très bien, Jean-François. Merci de l'invitation. Merci d'être là. La dernière, elle est conseillère en pédagogie universitaire aussi, à la bibliothèque et à la direction des services conseils de l'Université Laval, toujours. Andréane Sicotte est là. Allô, bien content d'être là. Enchanté, Andréane. C'est quoi que ça fait un conseiller? On va commencer par le départ. Là. C'est quoi que ça fait un conseiller en pédagogie universitaire? Écoutez, on a le 2 tiers de nos auditeurs qui sont en Europe. Il y en a 54% en France au dernier sondage qui sont là, qui nous écoutent. Ils savent peut-être pas c'est quoi un conseiller en pédagogie universitaire. J'imagine qu'il y a sûrement des équivalents là, français, mais c'est quoi que vous faites à l'université? Commençons par Marie-Ève, peut-être. Oui, il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de couches au rôle de conseiller en pédagogie universitaire, plusieurs façons de l'exercer ou contexte d'exercice. Je vais parler du mien. Je pourrais laisser mes collègues. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les trois, on travaille fort. On travaille fort, mais dans des contextes assez différents. Dans mon cas, je suis membre de l'équipe donc du service de soutien à l'enseignement. Alors, c'est une équipe centrale à l'Université Laval qui pilote ou mène des dossiers plus transversaux de nature pédagogique pour soutenir l'ensemble de la communauté enseignante du corps professoral de l'institution. Et on est des conseillers pédagogiques, donc des experts jusqu'à un certain point de différents... Ah oui, des experts. Pour avoir des experts de la pédagogie. Oh oui. Pédagogie universitaire, parce que il y a quand même des particularités à... Ah oui, quand t'es prof, t'as besoin de ces personnes-là autour de toi, là, parce qu'on n'est pas toujours bien formés. En fait, devenir prof d'université, ça inclut pas forcément une formation en pédagogie, pas du tout dans la plupart des cas. Et donc, dans mon cas, plus spécifiquement, je porte un dossier, donc le dossier intelligence artificielle et enseignement supérieur. Donc, mon mandat comme conseillère en pédagogie universitaire, c'est d'animer ou avec évidemment plusieurs collègues et plusieurs collaborateurs, la communauté, développer une offre de formation, soutenir aussi les équipes qui, elles, sont davantage impliquées dans les facultés. Dans mon cas, je n'interviens pas individuellement auprès de professeurs ou de chargés de cours, mais je travaille aussi en collaboration avec les CP en faculté, donc CP étant l'acronyme qu'on utilise dans notre jargon pour parler des conseillers pédagogiques. Oui, j'imagine. Les CP en faculté. Et d'ailleurs, ça m'amène presque à lancer la balle à mon collègue Alexandre, qui joue ce rôle-là de conseiller en pédagogie universitaire en faculté. Les fois que je vous vois en pair, mais c'est un hasard? Est-ce que vous travaillez ensemble? On est amené à collaborer assez régulièrement, surtout dans le dossier IA. Donc, quand on fait des présentations aux facultés, aux unités, on le fait souvent en pair. Oui, tout à fait. Donc, moi, mon contexte est un peu plus, il est facultaire. Donc, moi, je travaille pour un centre de service qui dessert 5 facultés. Donc, le travail se fait un peu plus près du prof. Donc, on répond aux questions pédagogiques. Ça peut être par rapport aux évaluations, par rapport à comment structurer un cours. Ça peut être des projets à long terme. Ça peut être des projets assez court terme. Donc, c'est vraiment... ça tire un petit peu partout côté projet, mais c'est tout le temps relié à la pédagogie. Puis ça peut être du côté de l'innovation, du côté des évaluations, du côté de comment rendre
un peu plus dynamique un cours. Donc, on est appelé... Bien hâte de voir plus tard d'où ça vient les demandes en intelligence artificielle avec les profs. Alexandre puis Andréane, qu'est-ce que tu fais quoi? Ben, je conseille pas travailler aussi, fort encore, là. Oui, mais je conseille aussi, mais comme Marie-Ève, je suis dans un service, mais je suis à la bibliothèque. Puis souvent, ben, les gens se demandent qu'est-ce que je peux faire à la bibliothèque en étant conseillère pédagogique parce que pour plusieurs, il y a juste des livres et quelques employés, mais en fait, il y a quand même plus de 200, je crois, employés à la bibliothèque. Puis là-dessus, il y a peut-être 40 formateurs, pas à temps plein nécessairement, mais qui s'occupent de formation de plusieurs types. Fait que moi, j'accompagne ces formateurs-là. Non, c'est pas des professeurs qui vont vraiment toujours être en contexte d'enseignement, mais qui vont parfois faire du soutien individuel, ou j'ai aussi une équipe de tuteurs là, qui va assurer des services d'appui à la réussite. Fait que mon accompagnement va être principalement à ce niveau-là, ou encore je vais coordonner certains services comme le laboratoire de réalité virtuelle, ou c'est ça, on appelle le carrefour d'apprentissage, donc les services d'appui à la réussite, par exemple. Génial. Donc, on a 3 beaux profils, sont là pour nous aider, sont là pour nous accompagner, sont là pour accompagner les profs, les étudiants, le personnel impliqué, toutes celles et ceux là. Et puis, dans l'université, il y a beaucoup de monde qui travaille à encadrer ces beaux étudiants-là. On va sauter dans le sujet. Premier sujet, ça fait 3 ans maintenant que ChatGPT, on va le dire, là, nommons-le, là. Ça fait 3 ans. C'est de sa faute. L'éléphant dans la pièce. C'est de sa faute, le chat dans la pièce, là. Ça fait 3 ans que ChatGPT s'est invité à l'université. Puis au début, j'avais l'impression que le feu était pris, là. C'est-à-dire qu'il est arrivé. Puis là, mais ça fait 3 ans, donc ça nous laisse le temps un peu d'éteindre le feu, peut-être, mais peut-être aussi de tirer certaines leçons pour gérer prudemment l'introduction progressive de l'intelligence artificielle à l'université. Déjà, comment vous avez vécu l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'université? Avez-vous des anecdotes, des drames à nous raconter, des histoires croustillantes? On va commencer par Marie-Ève. Non, j'ai pas ni drame ni histoire croustillante. Je dirais que, en fait, pour contextualiser, au moment où ChatGPT a été déployé au grand public, j'étais conseillère en pédagogie en faculté. Donc, avec l'équipe dont je faisais partie à l'époque, on a fait nos tests. On a été assez rapide, je dirais, à mesurer, à prendre conscience de l'impact que ça pourrait avoir, puis du type de questions qu'on pourrait recevoir de la part de la part de la communauté enseignante. On a tous fait le même genre de regard la première fois qu'on a utilisé ChatGPT, c'est OK. C'est ça. Bon, okay, c'est ça qui s'en vient là. C'est ça qui s'en vient. Il y a eu, évidemment, les tests classiques. Combien d'œufs un lapin pond-il? Donc, on s'amusait évidemment à tester les limites et les aberrations dans le type de contenu généré. Au début, on en détectait, ça nous rassurait. On se disait, finalement, il n'est pas si bon que ça. Non, c'est ça. Mais il s'améliore vite. Il s'améliore vite, oui. Si on parle d'aujourd'hui, le propos serait peut-être un peu différent. Ouais. Je pense qu'on était plus ou moins près, dans le sens où OpenAI n'a pas annoncé 6 mois à l'avance la nature de ce qui allait être déployé en novembre 2020. Pas consulté, en tout cas. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont consulté les institutions concernées. Non, c'est ça. Par contre, ça fait partie un peu de la nature de notre rôle puis de notre réalité d'accompagner dans le changement, dans la réponse intelligente, réfléchie à des nouveautés. La pandémie avait quand même été un moment où c'était pas une technologie de rupture qui était déployée, mais c'était une situation sociétale qui amenait beaucoup d'adaptation pédagogique rapide. Donc, à ce niveau-là, je pense on est comme un peu toujours prêt au pire. À la nouveauté. À la nouveauté. Puis Alex, est-ce que le téléphone s'est mis à sonner? Est-ce que les courriels ChatGPT, est-ce que les profs se sont mis à paniquer un peu? T'as-tu des histoires? Au départ, on a eu beaucoup de demandes, puis c'était des demandes de curiosité. On nous demandait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va être quoi l'impact sur mes cours?
Puis je trouve que du côté de l'Université Laval, les conseillers pédagogiques, on a eu des bons réflexes, on a été très proactifs, on s'est rencontrés, on a fait des tests super rapidement. Puis à la suite de ces tests-là, on s'est rencontrés, puis on a formé un groupe de veille qui s'appelle, qui a pris le nom un peu plus tard, CEPIA. Puis c'est un groupe de CP de veille qui se rencontre 4 fois par année, puis dont Marie-Ève s'occupe avec brio depuis ce temps-là. Puis on a venu les coups à arriver. Puis je pense puis on a partagé du contenu au lieu de partir chacun de notre côté puis de développer notre expertise sans en parler à personne. Je pense qu'on a eu des bons réflexes, puis je pense que c'est une belle leçon sur comment on devrait aborder ces enjeux-là liés à l'IA. Donc, on peut pas vraiment réussir de façon seule, de façon concertée. C'est pas mal une bonne piste de solution. Puis toi, Andréane, ChatGPT, est-ce que quand tu es rentré, est-ce que ça a changé autour de toi? Est-ce qu'il y a un mouvement de panique, un mouvement d'enthousiasme? Panique, je sais. Non, je pense pas. Puis contrairement à Marie-Ève, moi, je pense qu'on n'était pas prêts du tout, mais je pense qu'on n'est jamais prêt pour ces nouvelles technologies-là. En tout cas, je pense que c'est juste que c'est notre manière de s'organiser avec ça quand ça apparaît qui peut-être nous démarque, là. Puis c'était bon point pour Alexandre, là, CEPIA, c'est vrai que c'était vraiment un des bons coups. Mais moi, en bibliothèque, en fait, je me rappelle que c'est plus au début 2023. Tu sais, qu'on a vraiment abordé l'outil parce que, tu sais, fin de session 2022, juste avant les fêtes, tu sais, ça a un peu passé dans le beurre de notre côté, tu sais, on avait vu, mais bon. Puis en 2023, je pense qu'on a abordé en réunion avec les bibliothécaires, puis eux étant, tu sais, des spécialistes de l'information avec un regard, une pensée critique développée, un aspect analytique et tout. Je pense que ça avait pas fait tout un émoi parce que, tu sais, c'était dit, mais ça fabule tellement cet outil-là, tu sais, que en quoi ça va être utile parce que l'information est erronée, tu sais, avec leur regard, justement, leur lorgnette de spécialistes de l'info. Fait que je pense que ça avait pas, parce que tout le monde se disait, ça va, actuellement, ça fera rien de oui, s'ils racontent des balivernes, c'est pas une bonne information de qualité. Ça sera pas utilisé, ça sera pas utile, mais encore une fois, ça s'améliorait vite. C'est ça, c'est allé tellement vite que là, à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, on pensait pas que ça irait aussi vite, mais c'était ça qui s'est passé. Là, c'était plus à quoi ça sert. Puis je me rappelle très bien de mes collègues qui disaient voyons, ça hallucine totalement. Ça sert à rien, tu sais. Fait que voilà. Puis si on se rappelle des façons de contourner au départ qu'on suggérait, qui sont complètement caduques aujourd'hui, donc de faire appel à des trucs d'actualité parce que c'est basé sur des données qui sont antérieures. Jusqu'en 2022. Pré-2023. C'est pas aucune de ses sources. Aujourd'hui, tout ça a pris le bord. Oui, ça cite pas ses sources, ça hallucine, ça fait des erreurs. Tout ça, ça s'est estompé depuis. Là. Jean-François, si tu permets, il y a une chose, moi, je pense qui mérite mention quand même, c'est que dès mai 2023, l'Université Laval a choisi qu'une personne conseillère pédagogique ait le dossier IA à temps plein. Puis ça se démarque quand même de d'autres institutions ou d'autres collègues CP ailleurs au Québec, du moins, là, cette volonté-là de l'université de s'assurer qu'une personne se mette les mains dans le dossier. C'est moi qui personne étant finalement moi qui ai postulé puis qui a eu le mandat. Mais cette volonté-là, puis rapidement, cette conscience-là que ça allait prendre. Oui, une personne du temps, puis quelqu'un qui peut creuser le dossier et je peux vous dire que c'est pas trop. Ah non, c'est pas trop une personne. Là. Je pense que ça a aidé beaucoup justement à coordonner cette mobilisation-là, puis je l'ai vraiment pas fait tout seul, là. Mais je pense que c'est quand même... si on n'était pas prêt, minimalement, il y a eu une réaction rapide là, dès le printemps 2023. Oui, puis une belle position d'ouverture. On y reviendra un peu plus tard. Maintenant, ça fait 3 ans, j'aimerais avoir votre avis sur les compétences des principaux concernés. Commençons par Marie-Ève. Enseignants, professeurs, chargés de cours, est-ce qu'ils sont maintenant suffisamment compétents en matière d'intelligence artificielle? Ou sinon, comment on progresser leurs compétences? Oui, c'est ça. Puis me prononcer, moi, à mon niveau, sur le niveau de compétences des profs et des chargés de cours. Ton regard quand même, là, ouais. Mon regard à moi, je dirais par l'échantillon. Quand t'en parles, est-ce qu'ils sont complètement dépassés? C'est très variable. Je pense qu'il y a personne qui est... Ce qui a changé, c'est que tout le monde sait que ça existe, là. Sait que ça existe, puis considère qu'il est quand même nécessaire de s'y intéresser, puis de
pouvoir mesurer la présence de ces systèmes-là en lien avec mon cours, ma discipline, quel impact ça peut avoir. Ça, il y a de moins en moins de personnes que je rencontre dans mes formations qui a jamais, par exemple, testé un système d'IA, mais récemment, il y en avait encore. Puis à côté de ça, évidemment, il y a les crinqués, les techno-optimistes ou les passionnés de techno qui y ont plongé, ou encore en raison du contexte disciplinaire qui s'y sont intéressés rapidement. Il y a quand même beaucoup de variations en fonction... un prof de philo et un prof en informatique, il peut y avoir une marge. Tout Moi, je vais le dire. Mais pour autant, j'ai des discussions, les rencontres que j'ai avec des profs d'informatique versus des profs de philo sont tout aussi intéressantes. Les enjeux sont là, puis tout le monde en est conscient. Donc, globalement, je pense qu'il y a encore une montée en compétences nécessaire pour un certain nombre de personnes, ne serait-ce que par la compréhension de ce que c'est. Il y a des profs parfois qui vont me dire moi-même, j'ai du mal à bien comprendre ce que c'est ou comment ça fonctionne. Donc, mais il y a beaucoup de dialogues, de discussions, puis je trouve, de mobilisation quand même là, pour aller chercher le soutien puis la formation nécessaire. Est-ce qu'on a est-ce que vous avez des chiffres sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous les consultez? Alexandre, toi, est-ce que tu as une idée de la fréquence, ces profs-là, ces chargés de cours, chargés d'enseignement? Est-ce que tu les lis? Qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils font, en tout cas? Ouais, pour cette section-là, je vais vraiment référer à mon collègue Didier Paclin qui m'a donné l'autorisation de partager certaines de ces données de son analyse dont le titre c'est Portrait d'utilisation d'IA Gen pour le corps professoral et enseignant de l'Université Laval, chapeauté par l'Obvia. Donc, pour ce qui est de l'utilisation, c'est plus pour la conception pédagogique. De façon générale, les enseignants l'utilisent pour l'assistance à la rédaction, pour générer des exemples d'exercices. Ça, c'est ce que les profs confient, c'est-à-dire moi, je l'utilise pour rédiger, pour faire ce genre de tâches-là? Oui, tout à fait. On s'en sert aussi pour la traduction, élaboration de supports de présentation, puis un peu aussi pour répondre aux questions des étudiants, mais c'est un chiffre assez anecdotique, là, 12,3%. Ah, pour répondre à des questions d'étudiants. Ça s'en vient, ça? Ouais, ça s'en vient beaucoup avec l'arrivée, pas l'arrivée, mais le fait que on peut facilement paramétrer son propre chatbot. Oui, c'est vrai. Ça. Est-ce que les profs, est-ce que tu as eu quelques confidences de profs qui s'en vont dans cette direction? Je vais pas essayer de piéger personne, là. Mais est-ce que c'est ce genre d'application-là qui s'en viennent? Est-ce qu'il y en a qui testent ça? Est-ce que... pour être honnête, ça a été beaucoup testé, puis c'est une demande qu'on a vue grandissante dans les derniers temps. Puis à ça... De créer son propre chatbot. Créer son propre C'est-à-dire chatbot. que tu lui montres, par exemple, tu pourrais lui montrer à quoi ressemble mon cours, c'est quoi les cours que j'ai donnés dans les dernières années, lui donner des verbatims de mon cours, lui donner mes plans de cours, lui donner mes PowerPoint, lui donner mes notes de cours, lui donner mes réponses aux derniers étudiants, je lui donne ça, puis après ça, je lui dis, réponds comme moi, là. Je gère mon cours. Donc, c'est un peu vers ça que ça s'en va. Les demandes qu'on a actuellement, c'est vraiment je veux créer mon chatbot pour répondre aux questions des étudiants, pour remplacer un peu le forum, pour aider les étudiants à aller un peu plus loin. Mais à ça, il y a plein d'écueils, plein d'enjeux éthiques liés aux droits d'auteur, liés à la protection des données. Donc ça, c'est un terrain assez glissant. Oui, il reviendra plus tard. C'est sûr qu'il y a des enjeux, mais on voit le potentiel puis la tentation aussi. Là, dans un monde où les profs courent après le temps, les ressources, c'est facile de dire, si quelqu'un pouvait faire cette tâche-là à ma place, je pourrais faire d'autres tâches. Et qui dit d'autres tâches, dit faire plus de recherche souvent. Mais c'est un peu l'idée. Puis c'est quoi les applications, soyons concrets, est-ce qu'on est encore uniquement dans le ChatGPT ou il y en a d'autres, là? Ça ressemble à ça. Encore selon les données de l'étude de... Copilote, nous autres, il est installé direct sur notre... En fait, il est installé direct, mais il a fallu que je le réinstalle. À un moment donné, l'université l'a enlevé. Mais ChatGPT, Copilote...
C'est ChatGPT de loin. Au-dessus de 90% des utilisateurs utilisent ChatGPT, qui est bien au-delà de Copilot, qui est l'outil qui est suggéré par l'institution. Qui est suggéré, qui est aussi... J'imagine qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle puis tout ça qui sont peut-être un peu mieux gérés via Copilot. En tout cas, en fait, Copilot, je ne sais pas si on dirait qu'il est suggéré, je dirais plus qu'il est fourni. Il fait partie finalement des outils de la suite Office qui est fourni à l'ensemble du personnel et de la communauté étudiante. Voilà. Donc, c'est le seul outil pour lequel actuellement l'ensemble de la communauté peut accéder à une version sécurisée, une version sécurisée avec des identifiants institutionnels. OK, ben à suivre. Vous voyez, là, on se promène dans des eaux troubles dans le futur. On verra où ça nous mène. On va se tourner vers les étudiants. J'aurais envie de me tourner vers Andréane, pour parler des étudiants et étudiantes. Bon, c'est l'université. On est là pour eux. Mm-hmm. C'est ce qu'on dit. Oui. Est-ce que vous avez fait des constats qui ressemblent à ça chez les étudiants, leurs utilisations, leurs compétences? Bien, c'est sûr qu'on a quand même des informations de notre côté, mais on a aussi les informations de Didier. C'est ça qui est le fun, parce que Didier a mené les études. Didier Paclet, c'est ça aussi que ça sert, sa recherche, l'essayer de voir documenter. Le portrait d'utilisation, mais il l'a fait pour les profs, mais il l'a aussi fait pour les étudiants. Fait que ça, c'est super riche. Qu'est-ce que ça raconte sur les étudiants? Ben, ça raconte que la moitié des étudiants, 56%, déclarent utiliser les outils d'IAG. Fait que, bon, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ChatGPT, 90% pour les étudiants. Mais est-ce qu'ils sont compétents? Ben ça, c'est une autre chose. Parce que de ces 56%... sont-ils compétents? Sont-ils plus compétents que les profs? Ah, j'avoue que j'ai pas fait le parallèle. Oui, je pense qu'ils sont un petit peu en avance, mais pas beaucoup, là. En tout cas, ça finit par se résorber, je pense, cette différence-là. Des fois, moi, ce que je vois, c'est qu'ils l'utilisent un peu plus. En tout cas, il y a une curiosité, mais sur la compréhension en tant que telle, ou sur la curiosité d'essayer de voir comment ça marche, c'est quoi les enjeux, ça, c'est pas toujours un peu comme on utilise... ouais, c'est ça. Ouf! Mais c'est ça, mais la moitié qui l'utilisent disent que leurs compétences pour l'utiliser sont minimales. Fait que ça dénote quand même qu'il y a 25% de la population étudiante qui dit ne pas bien maîtriser les outils, mais dans ceux qui les utilisent pas, l'autre moitié, là c'est 60% de ces étudiants-là qui disent que leurs compétences sont minimales. Fait que là, on se retrouve avec environ 55% de la population étudiante qui disent que leurs compétences sont minimales ou absentes. Fait que ça, c'est quand même des renseignements intéressants. Ça indique qu'on a besoin de formation massive pour nos étudiants, pour la communauté. Puis nous, en fait, qu'est-ce qu'on observe à la bibliothèque? On a beaucoup de demandes des profs pour beaucoup plus, en fait, ça augmente, pour les interventions des bibliothécaires dans le cadre des cours pour aller aborder des notions concernant l'IA, la recherche documentaire avec l'IA. Mais en fait, nous, on a des pages web sur l'IA, on a des ressources sur l'IA, on a nos techniciennes en documentation qui donnent des formations sur la requête, sur ChatGPT, Copilot, Elicit, qui est un outil de recherche documentaire qui se base sur l'IA. Ben oui. Puis, j'ai vu ça. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui... je pose toujours la question autour de moi. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, Elicit. De plus en plus. Ouais. Okay. De plus en plus. On s'en reparle? On s'en reparle. Oh oui. OK, c'est bon. Non, mais c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, mais ça, c'est une grosse parenthèse. Mais en fait, c'est que on se rend compte que nos ressources qui sont accessibles sur le web, puis justement, nos formations, qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est l'IA. Fait que on voit quand même une volonté des étudiants. Il y a un intérêt, de s'auto-former, mais en marge de leur programme. Parce que dans le fond, ça, c'est toutes des choses qui sont volontaires, non créditées, puis tout. Fait que ça, c'est quand même encourageant. Mais comme on l'a dit, il reste des choses à faire, puis tu sais, on pense à la pensée critique. Tu sais, c'est quoi les limites d'un outil, c'est quoi les biais, oui. Tu sais, comment que je fais pour détecter des hallucinations, sur quoi je me base pour valider les sources. Puis aussi le fait que c'est volontaire, là, c'est-à-dire que c'est en dehors de leur cursus de cours, de leurs obligations d'étudiants et étudiantes. Ils en font beaucoup aussi. On parlait des profs qui travaillaient, des conseillers, mais les étudiants aussi, ça travaille beaucoup, là. Oui. Donc, se former comme ça, librement. Ben, je pense qu'ils voient le gain, tu sais, en fait, à se former. Ben, c'est ça. Puis, on l'a dit tout à l'heure, là, l'utilisation responsable, je pense que c'est encore quelque chose qui voit pas. Tu sais, moi, ça m'a surpris dans les c'est ça, la posture en ce moment à l'université, c'est l'utilisation responsable. On la permet de façon responsable.
Oui, on l'encourage. C'est ça, on la permet à l'université. Parce que moi, dans les premières discussions que j'avais avec des représentants d'autres institutions, parfois c'était interdiction carrément de l'utiliser au début, où il y avait une posture qui était beaucoup plus froide, je dirais. Puis j'avais l'impression que mon université était plutôt dans la voie de mais c'est permis, mais prudemment, puis dans le respect des idéaux puis des valeurs de l'institution puis tout ça, mais la posture de base, c'était on l'utilise, mais on respecte les règles puis les valeurs de l'institution. Ça, c'était super, en fait. Tu sais, ça a été quelque chose de... Je pense, en tout cas, ça nous a réjouis, là. En tout cas, je parle pour moi, là, mais moi, j'ai trouvé ça super que parmi les institutions universitaires québécoises, quand on regardait qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais, on a vu là, des universités dire non. Tu sais, nous autres, c'est non, tout de suite non pour tout le monde. Puis, tu sais, l'université a été quand même super ouverte là, pour l'exploration, puis les tests et tout. Fait que ça, c'était vraiment un gros plus. Là. Puis j'ajouterais à ça, dans ce qu'on appelle nos principes directeurs concernant l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement et l'apprentissage, il y a cette idée-là que ultimement, il y a un rôle à la personne responsable d'un cours, que ce soit un professeur chargé de cours, de déterminer la pertinence ou d'intégrer soit l'utilisation de systèmes d'IA ou d'aborder l'IA comme objet d'étude. Donc, il y a aussi toute cette idée-là d'autonomie, de liberté académique qui est aussi au cœur. Ultimement, c'est dans chacun des cours, la réflexion peut se faire. Puis je dirais même, après ça, quand on parle des évaluations, pour chacune des évaluations, il y a une réflexion qui peut être faite sur... cette évaluation-là, est-ce que les étudiants vont se servir de ChatGPT pour la compléter? Ou qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on autorise? Parce qu'après, il y a plein de types d'usages. On peut distinguer la génération complète d'un texte, un processus d'idéation, ou même de générer un contenu qu'on va critiquer. Et l'objet d'évaluation, c'est la critique du contenu généré. Donc, il y a ça aussi, en n'interdisant pas mur à mur ou en faisant pas de l'interdiction une posture... par défaut. Et puis je dirais que c'est pas non plus l'utilisation qui est la posture par défaut, c'est vraiment, ultimement, les personnes responsables de chacun des cours sont les mieux placées pour identifier les utilisations adéquates ou non, ou, encore une fois, jusqu'à quel point l'IA comme objet d'étude peut-elle être pertinente. Mais sont les mieux placés, il faut qu'ils soient quand même formés. C'est quoi les stratégies que vous déployez pour vous assurer qu'ils soient les mieux placés? Si on commence par les profs, c'est quoi comment on se prend pour faire bouger un prof? Si vous avez trouvé une solution, faites-le moi savoir. Mais comment on fait pour les convaincre que une formation en cette matière, non seulement c'est nécessaire, mais ce serait le fun, là. Donc, respect de la liberté académique, là. Vous pouvez le faire, mais s'il vous plaît, faites-le, là. Comment on s'y prend, là? Déjà, je peux répondre. Déjà, c'est pas notre rôle comme conseillère ou conseiller pédagogique de convaincre les professeurs qu'ils doivent suivre des formations. Nous, on est vraiment dans une posture d'accompagnement puis de conseil. Par contre, notre rôle, c'est d'offrir des formations, de s'assurer d'une offre de formation qui pourrait potentiellement bien répondre aux besoins. Donc là, au départ, on a commencé au service de soutien à l'enseignement, par une offre de formation sur le sujet qui préoccupait davantage, c'est-à-dire l'évaluation des apprentissages. Puis c'était une formation assez de base, là. C'était une formation en ligne. Je me souviens encore de la toute première séance en août 2023. Je pense qu'il y avait 150 personnes inscrites sur Zoom. Ça a duré 1 heure. En toute confidence, je l'ai fait 2 fois. Oui. Parce que j'ai oublié que je l'avais fait une première fois. Puis je me suis dit, l'intelligence artificielle. Je m'en suis rendu compte, je dirais, en plein milieu. Là, j'ai déjà entendu ça. Ah oui, c'est ça, je l'ai déjà fait. Mon deuxième brevet. Puis bon, bien honnêtement, même le titre des formations a évolué. C'est aussi bête que ça quand on parle d'intelligence artificielle, même la façon dont on en parle, façon dont on le formule. Donc, nous, on a évolué. Donc, il y a une offre qui est là, on a une offre de formation. Ils vont la suivre. En fait, cette offre-là, il y a l'offre de formation du service de soutien à l'enseignement qui est diffusée. Ensuite, il y a, depuis le tout début, plusieurs équipes, soit facultaires ou départementales, qui nous ont sollicité ou qui ont sollicité leur équipe de proximité pour des formations ou des activités ciblées pour une équipe. Et ça, on en a fait près de 15 en 2 ans. Donc, on a rencontré soit des équipes départementales ou des facultés. Encore à la fin du mois de mai, j'ai passé une journée complète
avec l'équipe d'un département qui fait annuellement son assemblée pédagogique et qui a choisi cette année de la consacrer au thème de l'IA. Ça, c'est très, très porteur parce que ça amène des discussions entre collègues, avec les mêmes genres d'intérêts et c'est ça, de préoccupation. J'en ai vécu une là, avec la gang de philo où tout le monde est là, il y avait le staff admin qui était là, les profs, puis on discute d'enjeux réels, concrets liés à tout ça. Exactement. Ça, je pense que c'est un des leviers les plus porteurs. Puis maintenant, on essaie de plus en plus de diffuser cette offre-là. Donc, je dis on, pas nous comme individus, les équipes de direction de nos secteurs qui rencontrent les équipes de direction des facultés moussent cette option-là, cette possibilité-là. Oui. Puis les étudiants, est-ce qu'on a des stratégies pour les former en cette matière-là ou on se dit, ils vont le faire parce qu'ils vont penser que c'est important de se former puis ils vont le faire en dehors de leur cours? Est-ce qu'il y a pas des formations créditées, du temps libéré? Comment on s'y prend pour... C'est un enjeu plus large même que l'intelligence artificielle. C'est sur la formation extra-curriculum. Là. Comment on fait pour les... Pas totalement. Je pense pas que ça peut juste se faire à l'extérieur du curriculum, mais en fait, la CADEL, qui est la Confédération des assos étudiantes de premier cycle à l'université. C'est Laval. Je l'ai appris ce matin que c'était Confédération, le C de CADEL. Mais en fait, la CADEL, ils ont émis un rapport sur un avis, en fait, sur l'utilisation de l'IA à l'université. Puis c'était super intéressant qu'en fait, quelque chose qui ressort là, vraiment, c'est il faut mettre des balises claires. C'est ça qu'ils veulent, ils l'ont manifesté de plusieurs façons. Ils veulent des balises claires dans le cadre des cours, des consignes claires, est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser, quand, pourquoi, comment, quel outil. Mais ils veulent aussi des recommandations de l'université, ils veulent des balises aussi pour qu'est-ce que les profs ont le droit de faire. Cohérente aussi, tantôt on parlait de la liberté, mais c'est un enjeu aussi, moi, des doléances que j'entends parfois des étudiants, c'est que ça peut varier d'un prof à l'autre, là, c'est-à-dire entre moi qui a une utilisation assez souple et prudente, là, tantôt c'est un peu la position que j'ai résumée. Utilisez-le, mais dites-le, puis respectez-les. Donc ça, mais il y a d'autres profs que c'est interdit carrément. S'ils voient regenerate dans un texte, là, on panique, là, c'est sûr. Là. C'est ça. C'est pour ça que ça peut pas se faire juste à l'extérieur des programmes, je pense. Il faut que ça soit intégré au programme, puis actuellement, il y a beaucoup de processus pour justement revalider les profils de sortie des programmes. Puis, c'est ça. Je crois qu'il faut que justement, actuellement, chacun des directions de programme regarde c'est quoi les compétences qui vont être exigées au niveau de l'IA pour la profession. Ah oui. Parce que pour le marché du travail, c'est super important. On le sait qu'il y a plein d'entrepreneurs présentement qui cherchent par tous les moyens à intégrer l'IA dans leur milieu de travail. Fait qu'en fait, je crois que il faut qu'ils réfléchissent à actuellement c'est quoi les besoins du marché du travail, mais aussi dans 3 ans, parce que nos étudiants vont sortir dans 3 ans, souvent minimalement, ou encore même dans 7. Est-ce qu'ils vont être compétents aussi en cette matière-là, qu'ils soient des employés modèles éventuellement pour leur futur employeur, qu'ils soient capables de l'utiliser dans le respect aussi ça va être des valeurs de leur employeur. Là. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut l'intégrer. Puis effectivement, je pense que là, c'est un problème si certains étudiants ont droit à l'acquisition de cette compétence-là par rapport à d'autres pour une même cohorte un peu d'étudiants. Tu sais. Varie d'un programme à l'autre, d'un cours à l'autre, d'un prof à l'autre, d'un programme à l'autre. À un moment donné, il va falloir rendre ça un peu plus cohérent. Oui, puis de voir comme une compétence transversale d'une certaine manière. Là. Oh, oui. OK, merci. On a fait un beau... dernier thème, je voulais l'aborder. On va parler des enjeux éthiques et sociaux de l'IA. En fait, sont toujours là. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui ont déjà été soulevés, mais je voulais vous entendre un peu plus concrètement en posant la question plus directement. Donc, dans les formations, vous donnez des formations dans les corridors, pendant le lunch, entre conseillers pédagogiques et experts en enseignement. J'imagine qu'on parle aussi des craintes associées à l'utilisation de l'intelligence en éducation, intelligence artificielle en éducation. C'est quoi les enjeux éthiques qui vous préoccupent le plus dans votre domaine? À quoi ça ressemble? Comment vous le formulez quand on vous parle des craintes? On va commencer par Alexandre. Je pense que c'est un enjeu qu'on partage, nous trois, et le groupe CEPIA, c'est tout ce qui est enjeux socio-économiques.
Je pense que tu en as parlé dans un de tes podcasts antérieurs, le fameux documentaire « Les sacrifiés de l'IA ». Oui. On fait vraiment la démonstration de, tu sais, que la curation de données, ben c'est de l'exploitation humaine à grande échelle partout sur la planète. Puis c'est là-dessus que OpenAI, son ChatGPT est basé. Puis probablement que tous les modèles de langage sont créés de la même façon. Donc, sachant ça, c'est un petit peu, on a un rôle assez spécial. Donc, on veut être les explorateurs, on veut tester le truc, mais en sachant ça, en ayant une certaine sobriété numérique. Donc ça, c'est mon premier enjeu qui m'inquiète beaucoup. Le deuxième qui vient avec, donc le fait qu'il y a eu de l'exploitation avant même d'utiliser ChatGPT. Oui, tout à fait. On peut l'utiliser prudemment, ChatGPT, mais même si on l'utilise prudemment, avant, pour que ChatGPT existe puis se retrouve devant nous, il y a des enjeux sociopolitiques qui sont derrière. Oui, tout à fait. Puis l'empreinte écologique qui est épouvantable. En ce moment, on espère que ça va s'améliorer dans le temps, mais le portrait présentement est catastrophique. Donc, ça vient amplifier la crise climatique qu'on a aujourd'hui. Oui, on se dit on va l'utiliser, mais il y a un coût énergétique à tout ça. Toutes les fois que tu dis merci, cette semaine, il y avait une étude de l'équipe de Sacha Luciani qui disait, toutes les fois que quelqu'un dit merci à ChatGPT, il y a des serveurs qui tournent en arrière, puis il y a un coût environnemental à ces petits merci-là. Déjà, on le voit dans nos courriels, quelqu'un qui nous répond juste merci dans un courriel, on voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, là, mais là, c'est concret, là, c'est de l'énergie. Oui, tout à fait. Puis le coût humain et le coût environnemental, je crois que c'est deux coûts qui sont sous-estimés par la plupart des gens qui connaissent très peu ce domaine-là. OK, environnement, enjeux socio-économiques. Marie-Ève, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu entends? Au-delà de ce que Alexandre vient de mentionner, c'est sûr que moi, je suis conseillère en pédagogie universitaire, mais je suis aussi formée en pédagogie. Donc, au départ, je suis une diplômée de la Faculté des sciences de l'éducation. Donc, la pédagogie fille de professeur de philosophie, pour l'anecdote. Donc, je me pose beaucoup de questions, puis il n'y a pas encore beaucoup de données qui viennent étayer ça, mais sur l'impact de l'utilisation ou de la systématisation de l'utilisation de ce type de système-là dans un processus d'apprentissage. Donc, lorsque une personne est encore apprentie, n'est pas encore expert soit d'un domaine ou même de l'apprentissage, donc de l'acte d'apprendre, de l'acte de chercher. Oui, il n'est pas encore formé très bien à chercher, écrire, trouver des textes, savoir qu'ils sont pertinents, citer ses sources. Ils sont pas encore puis pour moi, il y a comme une tension entre ces systèmes-là qui tendent à accélérer ces processus-là et une conception que j'ai encore et que d'autres partagent, que ce sont des processus qui prennent un certain temps. Et donc là, je vois toutes sortes de risques comme le biais d'ancrage. Donc, le fait de s'attacher rapidement à la première réponse obtenue, et ces systèmes-là sont bons pour fournir une première réponse satisfaisante et presque parfaite en fonction. Voici la réponse la plus populaire. Voilà, exactement. Ah oui, ça c'est bon, c'est bon. Biais d'automatisation, biais de confirmation. Donc, on sait que déjà, il y avait un certain nombre de préoccupations en lien avec les médias sociaux, les fameuses chambres d'écho qui se créent, qui sont là, après, je pourrais aller une couche plus haut, des menaces à la démocratie, à la formation citoyenne. Donc, comment ces systèmes-là vont impacter chez des jeunes, sur de jeunes cerveaux encore en formation. En formation, oui. Quel impact ça aura? Donc, j'ai pas les réponses, puis on les a pas encore, mais on va disons le savoir que ce dans sont 20 ans, mais on surveille ça. Ce sont des préoccupations qui m'habitent. Donc, ce sont des enjeux plus pédagogiques, mais qui, jusqu'à un certain point, sont éthiques parce que... Oui, c'est humain, là. À quoi va ressembler l'humain sortant de l'université dans quelques années? C'est ça. Quel est le rôle de l'université comme de formation citoyenne? Ouais, puis à quoi ça va ressembler? Moi, je me demandais ça. À quoi ça peut ressembler une tête de quelqu'un qui sort avec une thèse il y a 10 ans, puis dans 10 ans?
Moi, j'avais pas de ChatGPT, là, j'avais personne pour passer par-dessus mes textes, puis quand il était rougi, c'était un autre humain qui me rougissait mes textes, là. Puis le but, c'est pas non plus d'être dans la mélancolie. Je veux pas non plus aller de l'autre côté du spectre. Ces systèmes-là sont là, puis les jeunes formés en ce moment à l'université vont potentiellement dans de très nombreux contextes professionnels devoir s'en servir, apprendre à s'en servir comme aide à l'expert lorsqu'ils auront développé leur expertise. Mais entre les deux, comment on s'assure que cette expertise-là se développe et soit solide et que les compétences cognitives de haut niveau soient bien ancrées. Haut niveau soit là, soit développées. Puis peut-être certainement qu'on peut le faire en exploitant de manière très réfléchie et cibler les systèmes d'IA dans le design pédagogique de différents cours, mais ce sont des questions pour moi qui sont absolument essentielles et partagées par les profs, les chargés de cours que je rencontre. Il n'y a pas... oui, ça reste toujours préoccupant et nécessaire. Andréane, y a-t-il des choses qui te préoccupent, qui t'inquiètent ou des rumeurs autour de la machine à café? Non, en fait, moi, ma principale préoccupation, c'est surtout les enjeux plus d'équité, la fracture numérique. Parce que, en fait, moi, je coordonne les services de soutien, je l'ai dit tout à l'heure, pour les outils numériques, puis la principale population qui fréquente nos services, c'est des étudiants internationaux ou encore des retours aux études. Et je me demande tout le temps comment ces étudiants arrivent à la ligne d'arrivée en même temps que les autres. Parce qu'ils partent des fois avec des retards incroyables pas savoir faire une mise en page sur Word. Je me dis, mais quel outil utilisais-tu avant d'être ici? Ou encore, comment enregistrer un fichier sur un InfoNagic, notre OneDrive là, institutionnel, mais pas juste comment l'enregistrer, mais comment le retrouver. Et ça, c'est à ne pas sous-estimer comme compétence présentement pour ces étudiants-là. Fait que c'est quand même... Les compétences numériques, des fois, ça donne tout qu'un retard. Mais là, les compétences numériques pour l'intelligence artificielle... Oui, on part déjà de loin. Ils sont pas... il y a une très grande différence entre ceux qui maîtrisent un environnement numérique, sont capables, sont là. Puis il y en a d'autres qui sont en retard. Puis en plus, on ajoute l'intelligence artificielle là-dedans. On fait juste décupler. Puis en plus, ça va tellement vite que ceux qui sont 3 mois en retard sont vraiment en retard, tu sais, maintenant. Mais c'est ça, c'est quand même quelque chose de préoccupant. Puis là, j'ai encore parlé du marché du travail aussi, tu sais, ces étudiants-là, ça va être un facteur de positionnement du CV dans la pile, là. J'en suis persuadée, là. C'est de la compétence en intelligence artificielle. Ça va encore une fois peut-être les mener, c'est ça, à de l'iniquité, en fait. Beau point, des vraiment beaux enjeux que vous avez identifiés là. J'ai envie de me tourner vers les promesses. On va essayer de finir ça sur une belle note. On s'inquiète, mais on va rester optimiste aussi. Du moins, on va essayer d'explorer l'ensemble du spectre, comme disait Marie-Ève, là, pas juste aller voir dans les zones de gris, mais couvrir l'ensemble du spectre. Les promesses, restons optimistes. C'est quoi que vous voyez, que vous entendez, le potentiel de votre côté? C'est quoi le potentiel que vous voyez dans cette technologie-là? Qu'est-ce que vous pensez qui va se réaliser dans les 10 prochaines années puis qui vous enthousiasme? Après une longue pause. Il faut rester enthousiaste. C'est là. Avec un petit détour, moi, je trouve, c'est pas nécessairement la technologie même qui m'enthousiasme, c'est la réponse à cette arrivée massive de cette technologie qui m'enthousiasme. La façon dont, ici à l'université, puis collectivement, on peut répondre à cette arrivée-là que personne n'a demandé, puis qui répond pas à des besoins pédagogiques, je trouve ça beau. Puis aussi, ça nous rappelle qu'il faut toujours revenir au fondement de la pédagogie. Puis ça, c'est un constat qu'on partage. Là, à chaque fois qu'on jase avec un prof d'IA, on finit toujours par parler de pédagogie quand on gratte. On finit toujours par parler de pédagogie. Puis ça nous ramène toujours au fait de, OK, ben tout seul, on peut y aller, on peut faire un petit bout puis aller vite, mais collectivement, c'est là qu'on va avoir un bon gain. Puis je pense que c'est là c'est le truc qui m'enthousiasme le plus par rapport à l'IA. Merci Alex. Andréane, peut-être? C'était super bien dit, en fait, c'est beau ça. Mais moi, j'aurais pensé aussi que
tu sais, ça amène toutes sortes d'innovations, mais ça encourage quand même la créativité d'une certaine façon. Puis moi, je pense que tous les nouveaux formats de pédagogiques qui vont peut-être apparaître ou encore être multipliés par l'intelligence artificielle. On a à la bibliothèque un laboratoire de réalité virtuelle, puis il y a des logiciels là-dessus pour créer des environnements 3D, mais c'est pas accessible à tous. Oui, ça peut être fait sans code, sans programmation. Là, je parle de Stellarix, entre autres, qui est accessible, qui est un logiciel pour créer des environnements 3D, mais ça prend du temps, ça prend des semaines, puis en fait, avec l'IA, ben, tu sais, justement, ça va pouvoir être intégré dans les manières de créer, par exemple, par la voix, là. Je veux une salle de classe. Je veux telle chose. Je veux des pupitres, je veux des fenêtres, puis là, ça se crée devant toi. Puis, tu sais, ces situations-là, d'apprentissage en tout cas, pour celle-ci, sont souvent très authentiques puis surtout très stimulantes là pour les étudiants. Fait que tu sais, ça va peut-être amener à d'autres choses de beau. C'est pas approprié pour tous les cours, pour tous les types d'enseignement, mais pour l'apprentissage authentique, tu sais, oui. Fait que ça va peut-être faire émerger certaines choses. On va le souhaiter. Marie-Ève, qu'est-ce qui t'enthousiasme? Oui, au-delà de ce que mes collègues ont déjà nommé, que je partage. Oui. As-tu un peu d'enthousiasme oui, plus? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais moi, tout ce qui est de l'ordre de l'aide à l'expert. Donc, comment utiliser ces systèmes-là pour rehausser de manière ciblée, de manière réfléchie, pour aller plus loin. Je pense qu'il y a un potentiel puis qu'il y a un intérêt. Puis je vais vous partager une anecdote tirée de ma vie personnelle. Ma fille est étudiante au collégial en musique et lors du concert de fin d'année, un de ses professeurs partageait en présentant un étudiant violoncelliste le fait qu'il cherchait dans ses partitions une partition intéressante d'un solo de violoncelle à lui faire faire et qu'il a utilisé ChatGPT en le questionnant sur des partitions de violoncelle et que ChatGPT lui a parlé d'une pièce là, que je pourrais même pas vous renommer. Et le professeur, lui, spontanément a dit « Mais il n'y a pas de violoncelle dans cette pièce-là, du moins il n'y a pas de partie solo. » Mais oui, il y avait un tout petit mouvement quelque part dans la pièce. Et là, on voit un expert, un prof de musique, qui voulait proposer quelque chose d'intéressant à un étudiant, qui a utilisé un système d'IA et qui avait la capacité à l'utiliser, à poser avoir un jugement critique sur la réponse. Exactement, à formuler les bonnes requêtes et qui a pu découvrir ce petit mouvement-là qui était quelque part dans les données d'entraînement qui a fait que ChatGPT lui a proposé. Donc là, moi, à ce moment-là, on est vraiment, je trouve, dans l'aide à l'expert pour rehausser. L'idéal. Le prof aurait pu faire son travail sans IA. Il avait probablement des partitions dans son bureau pour en fournir une à l'étudiant. Mais ici, le fait de questionner, de solliciter ce système-là qui agrège des données. Donc là-dessus, puis très rapidement, plutôt un peu dans le même sens qu'Alexandre, je pense qu'on parle beaucoup de pédagogie, mais on parle beaucoup de culture d'intégrité. Tout le monde a toujours voulu que les universités soient le berceau du développement d'une culture d'intégrité, les professeurs des passeurs d'intégrité. Et là, le fait que ces systèmes-là ont amené toutes sortes de questionnements quant à l'intégrité des académiques, la triche, ben ça ramène ce sujet-là beaucoup au premier plan, de l'avant, pour toutes les questions de démocratie, distinguer le vrai du faux. Donc, on parle de choses fondamentales. C'est provoqué par le déploiement de ces systèmes-là, mais je pense que ça mobilise dans un sens qui est très positif. Tout à fait. Ben justement, ça m'amène à ma dernière question sur cette relation-là entre l'étudiant puis son prof. C'est ce qu'on veut faire à l'université, là, créer, maintenir cette relation-là, faire une relation humaine. Je pense que c'est ça le défi en ce moment. On manque de temps, moi j'ai 182 étudiants. On veut créer une relation humaine. Comment on s'y prend? C'est toujours le défi. Maintenant, on va intégrer dans 10 ans, probablement que l'intelligence artificielle va être intégrée. Comment on fait pour maintenir cette relation humaine-là? Une relation humaine IA augmentée. Comment on crée ça? Est-ce que c'est possible, Alexandre? Je pense que oui, mais toujours en gardant comme critère primordial la plus-value pédagogique. Donc, au départ, ce qu'on voyait comme utilisation de l'IA dans certains cours, c'était un gadget, puis c'est correct. On l'expérimente, mais faut aller au-delà de ça,
puis vraiment, OK, est-ce que ça sert pédagogiquement à mon but donc ne pas l'utiliser comme fin, mais comme moyen. Puis Marie-Ève, tu en parlais, l'assistance à l'expert. Donc ça, je pense que c'est là que ça doit être dirigé et non de le laisser entre les mains de l'étudiant qui a pas le discernement, pas le jugement critique assez formé pour voir le vrai du faux dans la réponse. Je pense que aussi ça nous amène aussi à nous poser des questions sur OK, ben comment on veut évaluer nos étudiants dans l'avenir? Est-ce qu'on doit mettre l'accent sur, tu sais, présentement on met beaucoup l'accent sur la performance à l'examen, la note. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut, au regard de ça, parce que les outils, les SIA, les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de fournir le produit qu'on demandait jadis pendant nos évaluations, maintenant on peut-tu mettre l'accent sur l'apprentissage? Donc je pense que c'est possible, mais toujours en ayant en arrière de la tête ça revient. C'est là qu'on voit que je pense que c'est un autre exemple que l'IA, là, quand on essaie d'intégrer ça à l'éducation, tout à coup il y a des belles vieilles questions là, qui ressurgissent. Comment on fait pour créer cette relation humaine là? Andréane, comment que tu vois ça, cette relation humaine-là entre le prof et les étudiants? Est-ce que ça se peut avec l'intelligence artificielle? J'ai vu des profs, là, malheureusement, je peux pas citer, on a tellement vu de webinaires sur l'IA, là, puis en fait, j'ai vu des belles utilisations, justement, de l'IA, puis de l'intégration de la pensée critique, beaucoup, je pense, l'utilisation de l'outil, en fait, pour éveiller des compétences de plus haut niveau. Marie-Ève en parlait tout à l'heure. En fait, je pense que ça peut être une belle exploration, une belle utilisation, mais c'est sûr qu'en fait, moi, j'espère juste que ça va permettre de mettre fin à tous les cours théoriques. Parce que moi, je me rappelle de mon ça fait quand même quelques années, mais... Qu'est-ce que tu veux dire, là? Mettre fin à tous les cours théoriques? C'est que moi, je me rappelle plus de mon bac. Parce qu'en fait, c'était seulement du par cœur. Ah, OK, ouais. Fait que, tu sais, en fait, c'est justement... Concentrer sur l'apprentissage et non valider, peu importe si on valide à la fin, mais est-ce que l'étudiant a appris? Moi, j'ai enseigné, mais est-ce qu'il a appris, lui? C'est ça. Moi, c'était des noms de bactéries en latin, là. Tu sais, c'est ça que je me rappelle qu'il fallait apprendre par cœur. Bacillus, lactaire, tu t'en souviens plus? Non, mais c'est ça, lactococcus. Voilà. C'est ça. Je m'en rappelle, finalement. Mais... tu vois? Mais non, mais tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, oui, ça en prend des apprentissages théoriques, puis effectivement, tu sais, l'outil ne peut pas être utilisé tout le temps, l'IA peut pas être tout le temps intégré parce qu'il y a quand même des apprentissages de base qu'il faut faire. Tu sais, connaître le vocabulaire associé à sa profession, etc. Mais, tu sais, je pense que ça pourrait justement faire réfléchir les profs pour justement réfléchir à quelles sont les compétences, tu sais, l'humain devant moi, justement, c'est quoi les compétences qu'il doit acquérir pour être quelqu'un de responsable et professionnel, puis être bon dans qu'est-ce qu'il veut faire, tu sais. Oui, là aussi, ça revient à l'essentiel. Marie-Ève, tiens, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, avec tout ce qui est si pertinent qui vient d'être dit, qu'ajouter. L'Université d'Oregon a retravaillé la fameuse taxonomie de Bloom que les conseillers pédagogiques aiment tant, en la réfléchissant à l'ère de l'IA. J'aime pas trop cette taxonomie, expression. Pour les non-initiés, c'est une hiérarchisation des compétences cognitives, exactement. Donc, l'analyse critique, là, ça arrive en haut. Très haut, évaluer, créer. Donc là, je vous ferai pas Non, on l'avait pas, mais on voulait avoir une idée. Là, oui. Et la façon dont ils l'ont réfléchi, c'était pour chacun des niveaux taxonomiques en identifiant ce qu'eux ont appelé des compétences humaines distinctives. Donc, ce qui relève spécifiquement de l'humain. Ces compétences-là que la machine, à ce jour, est dans un avenir relativement... proche, là, je me prononce, je ferai pas de futurologie, mais a priori que les machines ne pourront pas manifester comme type de compétences. Donc, peut-être que dans la relation pédagogique, justement, enseignant-étudiant, la place de l'IA nous amène finalement à repositionner. Qu'est-ce qui relève d'une compétence éminemment humaine? Qu'est-ce qui doit rester humain? Quel type de communication doit encore se faire d'humain à humain? Comment on s'en distingue? Qu'est-ce qui nous distingue?
Qu'est-ce qui nous unit aussi, parce qu'on est tous humains. Oui. Là, ici, on s'oppose à l'intelligence artificielle. À la machine, à du technique. Donc, peut-être que ce bouleversement technologique-là, pas peut-être, je le constate, c'est les échanges que j'ai, en tout cas, avec l'échantillon de profs que j'ai rencontrés, amènent à se parler. Beaucoup de profs ont ouvert la discussion dans leurs cours sur ces questions-là d'intégrité, d'éthique, de tricherie, donc, ce dialogue-là, il est relationnel. C'est pas l'IA qui le permet, mais du moins, c'est la présence de ces systèmes-là qui peut-être provoque ces moments d'échange-là. Puis, dans la relation enseignant-étudiant, il y aura toute cette question-là, effectivement, de repenser peut-être jusqu'à un certain point, certains cours, certaines évaluations pour réfléchir à la nature de ce qu'on demande, puis comment aller vers des évaluations toujours plus authentiques, parler du sens aussi de ce qui est proposé, expliquer pourquoi on fait ça dans un cours, puis donner du sens à ce qui est fait ou à ce qui est proposé. Mais bon, ça, c'est pas l'IA qui le fait. Ça, c'est les humains qui doivent se parler. Bravo, c'est une belle conclusion. J'aime bien l'idée de compétences humaines distinctives. Je me rappelle que ça faisait partie aussi de mes indications. Mes étudiants écrivent des textes, puis je leur disais pas avec ces mots-là, mais je leur disais, quand t'écris un texte, quand tu m'écris un texte, je veux savoir que c'est toi qui écris le texte. Donc, si j'ai l'impression que c'est ChatGPT, même si c'est toi, si t'écris comme, autrement dit, ce que je leur dis, si t'écris comme ChatGPT, c'est pas assez. Là, faut que là, on est rendu dans une étape où faut que tu montres que t'existes, là, faut que tu me montres que c'est toi, faut que tu me montres que t'es humain, puis ça passe par l'humour, la création, quelque chose d'incarné. Quelque chose d'incarné, qu'on le sente. Si c'est désincarné, puis c'est un langage plate, le langage plate, moi je pense qu'il va disparaître parce que justement on veut pas, il va être là. Mais si tu veux sentir l'humain, il va falloir faire un effort supplémentaire pour le sentir à l'autre bout du crayon. Merci, belle rencontre, de bien beaux thèmes. Je suis content de vous avoir rencontré. Était avec moi, ce grand trio était là. J'ai Marie-Ève Vachon-Savary qui était là avec nous. Merci Marie-Ève. Merci Jean-François pour l'invitation. Alexandre Laflamme, toujours conseiller en pédagogie universitaire. Merci Alexandre. Merci Jean-François. Et Andréane Sicotte. Merci Andréane. Merci à toi. Ils et elles étaient conseillères, ils sont toujours conseillères à l'université. On n'arrête pas de sitôt. Merci à vous trois. Merci à vous, auditeurs, auditrices. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.